avait eu comme idée de mettre en place une loi interdisant interdisant la mise en fonction des nouvelles voitures à Djibouti, les gros 4x4, parce que c'est ça qui pollue, et de mettre en place de véritables lignes de bus comme en Europe, aux États-Unis. Cela diminuerait le nombre de voitures et ça répondrait aux trois critères, je pense, du développement durable, économique, social et environnemental. D'abord, les 4x4, vous avez parfaitement raison. On ne sait pas pourquoi à Djibouti c'est la mode. Alors que c'est paradoxal parce que tout le monde veut avoir une 4x4 et personne ne va en brousse. Or, dans la ville, on n'a pas tellement besoin de 4x4. Donc, effectivement, on peut limiter l'importation des 4x4. Le bus, développer le système de transport en commun, que ce soit le bus ou le transport, c'est une bonne idée. Donc, c'est vrai que ça va contribuer à réduire l'émission de gaz à effet de serre dans le secteur du transport. Et sur le plan social aussi, pour tous les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule individuel, le transport en commun permet aux gens de se déplacer normalement en ville. Vous avez dit tout à l'heure que l'Arabie Saoudite faisait partie du groupe où est Djibouti. Donc est-ce que Djibouti peut se permettre de critiquer l'Arabie Saoudite par rapport au pétrole, sachant que c'est un gros investisseur à Djibouti sur de nombreux domaines? Est-ce qu'il y a des arguments que Djibouti peut employer contre l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'elle peut déjà se permettre de s'opposer à l'Arabie Saoudite par rapport aux investissements qu'elle fait à Djibouti, et aussi le fait qu'on soit dans le même groupe, on peut dire même la même équipe, étant donné leur production de pétrole? D'abord, les négociations sur le changement climatique, ce n'est pas une négociation bilatérale. Donc il n'y a pas de discussion entre l'Arabie Saoudite et Djibouti sur le changement climatique. Donc Djibouti fait partie du groupe africain dont l'Arabie Saoudite ne fait pas partie. Donc il y a la position du groupe africain qui est légèrement différente de la position de l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite fait partie du groupe des G77, dans lequel se trouvent tous les pays en voie de développement. Donc à ce niveau, les pays membres de ce groupe cherchent à harmoniser leur position et à avoir une position commune et ne cherchent pas à s'opposer les uns aux autres. Et donc c'est plutôt une position de consensus au sein du G77. Alors en effet, je voulais juste savoir si Djibouti avait des alliances avec d'autres pays comme les Maldives ou autres, parce que nous, on a fait des alliances avec les Maldives. Pas seulement Djibouti, mais beaucoup de pays africains. Les Maldives font partie de ce qu'on appelle les petits États insulaires, qui est un autre groupe de négociation. Donc dans les négociations, il y a les PMA, les pays les moins avancés, mais il y a aussi les petits États insulaires. Donc ces deux groupes, ce sont les deux groupes de pays qui sont très vulnérables au changement climatique, qui n'ont pas la capacité de s'adapter au changement climatique, qui sont victimes du changement climatique. Et donc nous avons souvent la même position, les PMA ont à peu près la même position que les petits États insulaires lorsqu'il s'agit de négociations sur le changement climatique. C'est-à-dire on demande toujours que les pays développés, les grands pays émergents, fassent un effort pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et qu'il y ait aussi un transfert de technologie pour permettre aux pays pauvres, comme les petits États insulaires tels que Maldives ou les PMA, de mettre en œuvre leur politique de lutte contre le changement climatique. Donc on demande le financement et on demande le transfert de technologie. Donc les alliances entre les différents groupes, oui, entre les PMA et les petits États insulaires, c'est très fréquent. On sait que Djibouti fait partie de la Ligue arabe. Quel est le rôle de la Ligue arabe au niveau de la COP 21 et n'emprunte-t-il pas de décision sur cela? La Ligue arabe n'est pas vraiment un groupe de négociation. C'est vrai que dans les négociations, je vous ai dit, il y a 3-4 grands groupes. Il y a les pays européens, il y a ce qu'on appelle le groupe Umbrella qui regroupe les États-Unis, l'Australie, je ne sais plus quoi, là, les quelques pays développés. Il y a le groupe africain, il y a le groupe de PMA, il y a le groupe de petits États insulaires, il y a le groupe de pays d'Amérique latine, dont j'ai oublié le nom. Mais la Ligue arabe ne fait pas partie en tant que tel de groupe. Ils font partie plutôt du groupe asiatique, des pays asiatiques, du groupe des pays asiatiques. Mais c'est vrai que souvent, dans les négociations, les pays arabes font des déclarations en tant que Ligue arabe. Donc là, oui, souvent les pays arabes expriment leur position en tant que Ligue arabe.
Mais c'est plutôt des déclarations que des positions de négociation. Parce que dans les négociations, ce sont les grands groupes. Et là, il n'y a pas vraiment, la Ligue arabe n'est pas en tant que groupe. Par contre, le groupe africain existe en tant que groupe. Le groupe asiatique, il existe. Le groupe d'Amérique latine existe. Mais la Ligue arabe n'existe pas en tant que groupe pour la simple raison qu'une partie de la Ligue arabe se trouve en Afrique, d'autres en Asie. Par exemple, l'Égypte ou le Djibouti font partie de l'Afrique, et l'Arabie saoudite et le Yémen font partie de l'Asie. Et donc, ils n'existent pas en tant que groupe. Mais ils font souvent des déclarations en tant que les Ligue arabe, ça arrive. Être optimiste à Paris et avoir vécu Copenhague, À Copenhague, on était très optimistes et finalement, ça n'a pas marché. J'espère que ça ne va pas être la même chose. mais non. Et normalement, j'espère que je suis optimiste parce que je pense qu'on a pris quand même le son de l'échec de Copenhague. C'est ça. C'est Donc, pas possible. c'est pour ça que même la méthode de négociation a changé. D'accord. Avant, nous avions les réunions techniques, puis les réunions ministérielles, puis le chef d'État. Donc là, ils vont commencer par le chef d'État, Voilà. qui vont donner des directives aux ministres, qui vont donner des directives aux techniciens. Donc déjà, la formule a changé. Et puis, il y a eu beaucoup de réunions préparatoires. Là, tout le monde est à New York. Tous les chefs d'État sont Oui, à New c'est York. ça. Donc une bonne partie sera déjà négociée, je pense, à New York, Au moins sur les grandes lignes. au moins sur les grandes lignes. Et les grands pays comme la Chine et les États-Unis, qui étaient réticents à Copenhague, ont déjà annoncé des chiffres. Ils sont prêts, donc je suis optimiste. Et l'Union européenne, vous trouvez que c'est un exemple quand même? C'est un exemple. D'accord. C'est un exemple européen. Parce qu'ils vont réduire de 40% et ils sont vraiment à la pointe en termes de